au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza. Mais Steven Yungeku à la manette et à la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 7 novembre 2020, dont voici les principales articulations. Le manque de salles de classe perturbe énormément les activités scolaires au lycée communal de Butare, situé en commune Bukemba de la province Rutana. Professeurs et élèves sont pour le moment contraints d'effectuer de longs trajets pour arriver aux locaux leur prêtés par un établissement technique de cette commune. Les pêcheurs de Gweru ainsi que les vendeurs de poissons des environs de ce lac crient au raquetage. Ils accusent certaines autorités administratives et policières de forger des délits qu'elles leur mettent sur le dos en vue de leur soutirer de l'argent. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page éducative pour parler de la perturbation des activités scolaires au lycée communal Butare, situé en commune Bukemba de la province Rutana. Et pour cause, quelques salles de classe ont été détruites par des pluies qui se sont abattues dans cette localité il y a de cela une année. Et comme ces dernières n'ont pas encore été réhabilitées, les enseignants et certains élèves du dit établissement sont obligés de faire de longs trajets pour arriver aux locaux leur prêtés. Clovis Nyonzima pour plus de détails. Suite à la pluie qui s'est abattue sur la zone Butare de la commune Bukemba au mois d'avril de l'année passée, 3 salles de classe du lycée communal Butare ont été détruites. Certains élèves viennent de passer plus d'une année à passer les cours dans les classes d'un autre établissement, comme le témoigne notre source à Butare. La pluie de l'année passée a détruit 3 salles de classe et aujourd'hui, une an vient de s'écouler sans que ces classes soient réhabilitées. Le directeur a demandé à un collègue titulaire d'une école de métier destinée aux élèves ayant échoué au test de 9e de lui céder quelques salles de classe. Ces déplacements fatiguent les enseignants et les élèves qui sont obligés de parcourir un trajet de plus de 2 km pour arriver à cette école de métier, selon toujours notre source. Les élèves font un trajet de plus de 2 km pour se rendre à cette école et ils font des va-et-vient. Les enseignants ont le même problème car ils sont obligés d'aller dispenser les cours à cet endroit pour revenir à l'établissement où ils sont affectés. Les enseignants comme les élèves du lycée communal Butare demandent aux autorités communales de réhabiliter ces salles de classe comme ils leur avaient promis. Contacté à ce propos, Françoise Twagirayezu, administrateur de la commune Bukemba, nous a répondu qu'ils sont en train de solliciter de l'aide. Clovis Nyonzima Éducation, toujours le directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, alerte sur le taux élevé d'abandon scolaire dans cette province. Cette autorité fait savoir que certains élèves sont contraints par leurs parents d'abandonner leurs études afin qu'ils les aident dans diverses activités, tandis que d'autres le font suite aux grossesses non désirées. Plus de détails avec Éloge Divin Rémicha. Lors de la célébration de la journée mondiale de l'enseignant et de l'enseignante, célébrée ce vendredi en province de Muyinga, Blaise Pascal Misaago, le directeur provincial de l'enseignement, a fait savoir qu'il s'observe dans cette province une incompréhension des parents concernant l'importance de l'école. Il s'est basé sur le retrait des enfants dans les écoles fait par des parents. Dans notre province de Muyinga, l'autre défi concerne les abandons scolaires qui se remarquent d'une manière excessive. Nous recevons plusieurs écoliers qui s'inscrivent en première année, mais le constat est que ceux qui arrivent jusqu'en 4e année sont peu nombreux. Selon toujours Blaise Pascal Misaago, le vagabondage sexuel serait également l'une des causes majeures de ces abandons scolaires.
L'autre problème est lié aux grossesses non désirées chez les filles. Durant la précédente année scolaire seulement, le nombre d'élèves enceintes en province Muyinga était de 81. Ça, c'est une honte pour le pays. Il y a un autre mauvais comportement des parents qui font marier leurs filles alors qu'elles sont toujours sur le banc de l'école. Le directeur provincial de l'enseignement à Muyinga a demandé aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Éloge Divin Rémicha exigeait à ses élèves de transporter des briques destinées à l'édification d'une propriété privée n'est rien d'autre que de l'esclavage. Réaction de Chovino Mugwengezo. Ce pédagogue rappelle que l'exploitation de l'homme par l'homme est une infraction punie par la loi. Et Chovino Mugwengezo de souligner que de tels actes sont contre-productifs. Suivi. Ça, c'est une exploitation. Ça rappelle même l'ancienne période d'esclavagisme où les humains vendaient d'autres humains pour une exploitation inouïe. Imaginez-vous qu'un élève qui, après les heures de cours, doit être forcé de transporter des briques des heures de cours, quand ça ne rentre même pas d'ailleurs dans un cadre d'activité parascolaire, ça ne peut être qualifié autrement qu'une exploitation de l'homme par l'homme. Et cela n'est pas sans conséquence, n'est pas sans impact sur le rendement, parce que figurez-vous qu'un élève qui va transporter des briques toute une après-midi et qui se retrouve à nouveau à faire un retour à son domicile. Vous savez tous que, surtout dans des contrées rurales comme celle-là, ce n'est pas tous les élèves qui habitent dans les parages de leurs écoles respectives. Ils doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres avant d'arriver chez eux. Avec toute cette fatigue, vous comprenez que cela représente un poids sur ces élèves-là, et ce qui n'exclut pas, n'est-ce pas, leur échec scolaire. Donc, le fait d'associer ces élèves à ces activités-là, qui demandent une force physique, rendent ces élèves-là très fatigués, et en rentrant, il n'est pas évident qu'ils auront la force de reprendre leur cahier pour une révision, et ce qui va impacter le lendemain. Ce qui signifie que le rendement scolaire de ces élèves-là est en jeu. Imaginez-vous, avec la situation de pauvreté qui sévit chez nous, où les parents ne sont plus en mesure d'assurer la scolarité de leurs enfants, se rabattent sur des portions de terre qu'ils mettent en vente ou en location pour parvenir à acquérir un certain montant qui va leur permettre de scolariser leurs enfants. Ou d'autres qui se rabattent sur leur bétail en les vendant pour qu'ils trouvent de quoi scolariser leurs enfants. Imaginez-vous un peu cette double perte. La perte qui est, à notre avis, importante, c'est cette perte-là que le pays va encaisser. Parce qu'un échec scolaire d'un élève ou d'un groupe d'élèves représente toujours un déficit au niveau national. Éloge Chovino Mugwengezo plutôt s'exprime après que les parents d'élèves du lycée Saint-Dominique Savio d'Ombilizi, situé en commune Gatara de la province Kayanza, se soient plaints du directeur du dit établissement qui contraint leurs enfants à participer dans la construction de sa maison. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Les pêcheurs qui prestent dans le lac Gweru et les commerçants de poissons de la place s'insurgent contre les amendes illégales leur exigées par le chef de zone Masaka et le chef d'antenne de police de cette zone. Ces pêcheurs et commerçants demandent que cette persécution cesse. Le point avec Rachel Kagissi. Les pêcheurs du lac Gweru et les commerçants de poissons de la colline Chagakori indiquent que cela fait 2 semaines que le chef de zone Masaka du nom de Célestin Gendakumana et Gabriel Muzehe, le chef d'antenne de police dans cette zone, les accusent d'exporter clandestinement le poisson au Rwanda. Une accusation rejetée par ces pêcheurs et commerçants qui parlent plutôt de stratégie visant à les extorquer.
Ils arrêtent les pêcheurs du lac Gweru pour leur soutirer de l'argent. Les accusations portées contre eux n'ont aucune preuve. Pourtant, ils se voient contraints de payer une somme exorbitante pour recouvrer leur liberté. Une fois incarcérés, révèle notre source, on leur exige de donner un pot de vin déguisé en amande. Cette persécution a commencé il y a quelques jours. L'officier de police est aussi complice. Avant-hier, il y en a qui avaient été libérés moyennant paiement d'une somme de 100 000 francs burundais. Un seul d'entre eux a pu sortir du cachot après avoir déboursé cet argent. C'est vraiment dommage qu'on soit persécuté par ceux-là même qui devraient nous protéger. Les pêcheurs et les commerçants de poissons de la place demandent aux supérieurs hiérarchiques de ces deux autorités de les ramener à l'ordre et de leur exiger de couper court avec ce comportement. Rachel Kagis, qui est en page société, la présence en grand nombre des enfants de la rue inquiète de plus en plus les habitants de la mairie de Bujumbura. Vivant auparavant de la mendicité, ces derniers s'adonnent aujourd'hui au banditisme. Les détails avec Balthazar Mibour. Les faits de signalisation constituent un des endroits les plus pris par ces enfants de la rue. Ce choix est motivé par le fait que, là-bas, ils ont plus de chances de trouver le monhomme auprès des passants. Malheureusement, ils en profitent aussi pour voler leurs bienfaiteurs une fois le dos tourné. Les enfants de la rue sont inhabituellement nombreux. Ils sont un peu partout. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils commettent des vols. Ils visent aussi les sacs à main des femmes. Selon notre source, ces enfants de la rue vont même jusqu'à commettre des forfaits à l'intérieur dans différentes zones de la mairie de Bujumbura. Là-bas, ils prennent tout ce qui est à leur disposition. Avant, ils allaient au centre-ville, mais actuellement, nous les voyons même dans les quartiers périphériques. Ils sont très très nombreux. Les zones dans lesquelles ces enfants s'observent en grand nombre sont notamment asiatiques, Kinindo, Buyenzi, Wiza, Kamenge et Kibenga. Ceux qui suivent de près la question de ces enfants de la rue indiquent que tant que le gouvernement ne mettra pas en place un programme d'encadrement de ces enfants, ils constitueront toujours un danger pour la société. Pour l'appel, au mois d'août 2018, Pascal Barandaguié, le ministre de l'Intérieur de cette époque, en collaboration avec le ministère de la Solidarité, avait promis de trouver la solution à ces phénomènes des enfants de la rue, une promesse qui n'a jamais été tenue. Contacté à propos, Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, nous a dit qu'il n'était pas disponible car il était pris par d'autres engagements. Balthazar Mibour. Hors de nos frontières, certains réfugiés burundais tiennent des boutiques dans le camp de Naki Valley en Ouganda. L'un de ces boutiquiers s'est entretenu avec notre confrère Émile Nibasumba. Il avait un capital de 2 millions au démarrage, il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, Donatien Rukundo déclare avoir plus de 4 millions de shillings comme capital. Au bout de la journée, ce réfugié peut vendre des marchandises d'une valeur comprise entre 60 et 120 000 shillings et parfois plus. Dans la période de paiement de la ration alimentaire aux réfugiés, je peux vendre des marchandises dont la valeur est comprise entre 200 et 400 000 shillings. Dans cette période, il y en a même qui remboursent leurs dettes. C'est cet argent qui nous permet de combler la ration alimentaire et de couvrir les soins médicaux. Ce Burundais de 46 ans fait face à certains défis dans son commerce. Parfois, certains remboursent leurs dettes avec retard. Les prix des denrées ont également grimpé ces derniers jours. Ce père de 8 enfants dit qu'il a besoin d'un capital plus gros pour le développement de sa famille. Merci à toi, Émile Nibasumba. Une courte pause et nous abordons la deuxième partie de ce magazine. Au lendemain de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, le mini-magazine au cœur de la société revient sur l'impunité de ces crimes au Burundi. À la présentation, vous serez avec Thierry Bigilindahavdi. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis l'an 2014, la date du 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette date a été adoptée par les Nations Unies en 2013 au lendemain de l'assassinat des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, survenu au Mali le 2 novembre 2013. Selon le rapport de l'année passée de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, au cours des 10 dernières années, en moyenne, un journaliste est tué tous les 4 jours et la quasi-totalité de ces crimes reste impunie. Ces crimes visant les professionnels des médias n'ont pas épargné aussi ceux du Burundi. La justice burundaise aurait-elle pu faire des enquêtes pour démasquer et traduire en justice les auteurs de ces crimes? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 7 novembre 2020. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. Bienvenue. Les journalistes burundais ont été victimes d'assassinats ciblés depuis longtemps. Les agents de l'État étaient soupçonnés à chaque fois d'être impliqués dans ces crimes. Bertrand Dakurio de la radio Inzamba revient sur certains journalistes tués au Burundi et les circonstances de leur assassinat. Les toutes premières victimes ont été les journalistes de la radio nationale en 1972. Une équipe de la radio nationale qui se rendait dans le sud du pays en reportage a été exterminée et calcinée dans le véhicule de service. Selon les anciens responsables de la radio nationale, ils ont été tués par les mouléristes qui sévissaient dans les provinces du sud du pays et qui s'en prenaient aux Tutsis. S'en est suivi une répression qui a coûté la vie à plusieurs journalistes autour de la radio nationale. On se rappellera de Damien Kayanda et Joseph Tafauti qui ont été tués par les services du pouvoir de l'époque. La guerre civile de 1993 qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye a également porté des vies des journalistes de la radio-télévision nationale. Parmi ceux-ci, Pamphile Simbizi qui était rédacteur en chef, Alexis Wanyatuyaga, Deo Miuro et Edouard Makomanya. Certains tués par les forces de l'ordre, d'autres par des groupes affiliés aux partis politiques. Plus récemment, en 2015, il y a le souvenir encore frais de l'assassinat du journaliste et caméraman à la radio-télévision nationale Christophe Ngezabahizi et du massacre de toute sa famille. Les auteurs de ce carnage ont été reconnus comme étant des agents de l'API, appui pour la protection des institutions. L'on ne peut pas oublier la disparition du journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, introuvable depuis plus de 1500 jours. Un agent du service national des renseignements burundais, considéré comme l'un des principaux suspects dans cette disparition, a par après été aussi kidnappé et jusqu'à aujourd'hui, sa famille est sans nouvelles. Aucun crime commis contre ces journalistes a été suivi par des enquêtes sérieuses de la justice. Pour Innocent Mozi, ancien directeur général de la radio-télévision nationale du Burundi, la justice burundaise n'était pas à mesure de traduire en justice les auteurs de ces crimes, étant donné qu'elle était sous le joug de l'exécutif et que les auteurs étaient des agents de l'État. En cas de crime contre un journaliste, il y a plusieurs entités, plusieurs personnes qui peuvent porter plainte. Ça peut être sa famille, parce que c'est d'abord un être humain avant d'être un journaliste. Ça peut être le médium dans lequel il travaille. Ça peut être les syndicats des journalistes. Ça peut être des amis. Ça peut être n'importe quelle autre organisation qui s'intéresse à la défense de la vie humaine, qui peut dire tel a été assassiné, tel a été tué dans telle circonstance, porter plainte, essayer de suivre le dossier pour que justice soit rendue, pour que justice soit rendue à sa famille, pour que ceux qui ont commis ces crimes-là payent. Mais dans le cas du Burundi, le problème n'est pas tellement de savoir qui porte plainte. Le problème, c'est plutôt l'absence d'un État digne de son nom, un État qui protège les citoyens. Alors, qui est-ce qui irait porter plainte contre l'État dans un système où la justice n'est pas indépendante? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le gouvernement, le système judiciaire et le Parlement. Donc, il n'y a pas moyen de porter plainte parce que c'est l'État lui-même qui tue. Journalistes assassinés. Les voix des sans-voix. Pour Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la protection des journalistes au sein de la Fédération internationale des journalistes FIJ, seule la volonté politique des États pourra mettre fin à ces crimes. Il s'agit donc d'une journée et d'une occasion chaque année de rappeler à tous les gouvernements, dont le Burundi bien entendu, qu'ils ont une obligation de protéger les journalistes qui travaillent dans leur pays et de les protéger en mettant en œuvre les sanctions prévues par les lois à la fois domestiques, mais également par
le droit international. Par exemple, au Burundi, comme presque partout dans le monde, ce sont des pouvoirs en place qui sont accusés de commettre ces crimes. Est-ce qu'il est possible de sanctionner ces agents de l'État? Bien sûr qu'il est possible de sanctionner les agents de l'État, parce que les agents de l'État ne sont pas au-dessus des lois. Et d'ailleurs, raison pour laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette journée, c'est justement parce qu'ils sont conscients du fait que l'obligation principale de faire respecter l'ordre et la loi dans chaque pays incombe au gouvernement. Donc c'est une occasion de leur rappeler leur obligation vis-à-vis des citoyens, dont les journalistes. Donc c'est tout à fait possible, il est même désirable de faire en sorte que les agents de l'État qui commettent des actes de violence à l'encontre des journalistes soient également punis et même soient punis de façon exemplaire pour justement éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir. Les professionnels des médias ont été victimes de violences de toutes sortes au Burundi. En 2015, ces violences ont été généralisées. La famille des journalistes était dans le viseur du gouvernement. Les professionnels des médias ont été considérés comme l'ennemi numéro 1 du pouvoir et ont été ainsi traités par les forces de l'ordre. 3 radios indépendantes les plus écoutées au Burundi et la télévision Renaissance ont été attaquées à l'arme lourde par les agents du pouvoir. Les journalistes qui ont pu échapper ont été contraints à prendre le chemin de l'exil avec leurs familles. La justice burundaise, au lieu de répondre aux cris d'alarme lancés par les organisations des journalistes, elle a plutôt sorti des mandats pour interpeller les responsables de ces médias. C'est par ici que prend fin au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Thierry Bigirindavyi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, merci également à toi Thierry Bigirindavyi, et c'est sur ce mini-magazine Au cœur de la société que nous bouclons ce magazine Humura Burundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niungeko qui était à la manette, mais également à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.